J'en profite pour vraiment saluer cette victoire parce que je sais ce que c'est que d'être député de l'opposition dans la Ve République. C'est pas facile. Les victoires, il y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, celle-là, elle reste encore à arracher définitivement et à espérer que le gouvernement ne nous mettra pas des bâtons dans les roues lors du dernier passage au Sénat, ce qui n'est jamais tout à fait acquis, les connaissant. J'en profite aussi pour saluer, même si c'est, Philippe Brun l'a rappelé, une victoire qui a été obtenue en négociant avec le groupe LR, quand même pas mal une victoire de la NUPES, puisqu'au départ c'est un texte porté par des socialistes qui est repris dans une niche communiste, qui est enrichi par des amendements, y compris du groupe Insoumis, soutenus par les écologistes qui étaient présents pour voter avec nous, évidemment. Nous, l'apport qui a pu, alors quand je dis nous, le groupe France Insoumise qui a pu être le nôtre, c'est de faire en sorte, c'est plutôt les articles, alors moi j'ai oublié, je crois que c'est l'article 3, mais plutôt que tout ce qui concernait le fait qu'on puisse avoir un retour et une extension des tarifs réglementés de vente de l'électricité à la fois pour les PME, pour toutes les PME, pour les collectivités ainsi que pour les bailleurs sociaux. Ça c'est l'action de mes collègues Alma Dufour, William Martinet, Michel Salah. Moi, j'avais fait un certain nombre d'amendements en première lecture, mais précisément qu'on n'a pas défendu pour pas se fâcher avec LR. Donc, comme quoi, vous voyez que même un insoumis peut être capable de co-construction sur, pour le coup, vraiment la question du statut. Et parce qu'il nous semble que si on prend le pouvoir en 2027, il faudra aller encore plus loin que ce qu'on pourra obtenir avec cette loi quand elle sera votée, j'espère. C'est-à-dire revenir sur le statut de société anonyme d'EDF pour revenir au statut d'EPIC, établissement public industriel et commercial. Et on avait fait un deuxième amendement qui était sur l'incessibilité des titres que l'État possède à la fois dans la société mère et dans ses filiales. Parce qu'à l'heure actuelle, dans le texte tel qui sera voté sans doute, il est question d'un groupe unifié, mais bon, moi, de ce que je sais, en droit, en termes juridiques, c'est pas une protection suffisante. Et nous continuons de craindre le retour du projet Hercule et du démantèlement d'EDF. Moi, j'ai auditionné aussi le PDG d'EDF Renouvelable, notamment dans le cadre d'une commission d'enquête dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'elle a quand même été très médiatisée là, sur la perte d'indépendance et de souveraineté énergétique de la France. Il y a eu des centaines, je crois 180 heures d'audition. Et donc à cette occasion, moi je me souviens de la réponse du PDG d'EDF Renouvelable qui disait que pour lui ce qui comptait c'était qu'on développe les renouvelables puisque c'était son truc et que ma foi peu importe qui est-ce qui s'en occupait quoi. Donc voilà, moi j'invite quand même à la vigilance, même si je continue de saluer la victoire. Puisqu'on est sur les histoires de statut, même chose, on sait qu'en fonction de si on est chez EDF dans la branche historique thermique ou si on est dans les renouvelables, eh ben on n'est pas, soit on est sur les IEG, soit on est sur le statut, la convention Syntec. Même chose, le PDG d'EDF Renouvelable dit que les salariés sous la convention Syntec sont très heureux. Bon, moi je dis que ça reste à vérifier, en tout cas c'est pas forcément ce que me disent les syndicats. Donc si c'est la volonté des syndicats, moi je pense qu'il faut aller sur l'extension à tous du statut des IEG. Tu as parlé de l'IRSN. Moi, j'ai siégé en CMP la semaine dernière en commission mixte paritaire sur la fin du texte sur le nucléaire. On avait obtenu une super victoire en hémicycle. On s'est fait avoir la semaine dernière. Donc moi, j'invite à la plus grande vigilance, puisque en hémicycle, on avait réussi à faire en sorte que la dualité du système de sûreté nucléaire à la française, avec d'un côté l'IRSN qui s'occupe de l'expertise et de la recherche, de l'autre côté l'ASN qui s'occupe du contrôle, ne soit plus seulement un état de fait, mais soit inscrit dans le marbre de la loi. D'ailleurs, c'était un amendement du groupe Lyot qui avait réussi à être adopté, grâce à nous en particulier. C'était inscrit dans le marbre de la loi, et au prétexte, le gouvernement et la majorité, de dire bon, on a compris la fusion, on n'est pas prêt, donc on retire toute mention de la fusion dans le texte. Ce prétexte-là leur a servi à détricoter tout ce qui avait été inscrit dans cet article 11 bis. Donc cette dualité inscrite dans le marbre n'existe plus. Et par contre, ce qui a été prévu, c'est que l'ASN puisse recruter des personnes sous contrat de droit privé.
Donc moi j'incite à la plus grande vigilance sur cette histoire du statut de l'IRSN. Je pense que la bataille n'est pas terminée. Le Sénat a saisi l'OPEX, qui est l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, pour qu'il lui remette un rapport sur cette idée de la fusion entre l'ARSN et l'IRSN. Moi je pense qu'une fois que le rapport va être remis, le gouvernement ira assez vite. Même chose sur le statut des personnels. En fait, quand on respecte et quand on dit, comme c'est souvent le cas de la majorité, respecter et promouvoir les salariés de l'énergie en général et du nucléaire en particulier, eh bien, on ne met pas fin à leur régime pionnier, à leur régime spécial pour les retraites, parce que, je crois que c'est toi qui l'as dit, mais c'est vrai dans tous les secteurs. Ça a été dans l'éducation nationale. Moi, j'étais instit il y a encore moins d'1 an. C'est vrai dans la santé. En fait, quand vous dégradez les conditions de travail et les salaires des gens, au bout d'un moment, ils s'en vont et puis on peine à en retrouver d'autres. Je finis juste sur la question de l'Arenh. Là, tu as parlé aussi du tarif du mégawattheure. 42 €. On a voté quand même en juillet dernier le fait que le tarif de l'Arenh soit remonté à 49,5 € du mégawattheure. Et moi, j'ai demandé à ma collab il y a 2 jours en préparant ça. Je lui ai dit, ben, on en est où alors? C'est 42? Eh ben, en fait, on a voté 42, mais c'est toujours pas mis en œuvre les 49,5. Donc là aussi, on a un État, un gouvernement qui ne prend pas les décrets pour qu'on puisse appliquer et aller au bout. Nous, on pense qu'il faut mettre fin à l'Arenh en 2025, qu'il faut en finir avec les fournisseurs alternatifs qui fournissent que la facture, mais aucun service. Comme tu l'as dit, comme l'électricité est un bien de première nécessité, nous pensons qu'il faut la gratuité des premières quantités. Même chose que pour la flotte, en fait, les premières quantités de mètres cubes d'eau indispensables à la vie, on pourrait faire la même chose sur l'électricité, et ensuite un tarif progressif pour renchérir tout ce qui est gaspillage et mésusage. Et là, c'est une proposition peut-être plus globale pour finir, qu'on pourrait travailler ensemble. C'est l'idée de mettre en place un acheteur unique, public et national d'achat de l'ensemble de l'électricité, qui serait donc acheté au coût de production pour pouvoir être revendu au coût de production, moyennant évidemment le fait de payer le service qui est rendu et qui permettrait de sortir cette logique de marché. On voit bien qu'en ce moment, le marché, ça ne marche pas, quoi. Et ça n'a pas marché souvent, quand même. Merci.